Bonsoir, il n'arrête pas de mourir et pourtant il ressuscite à son chevet pendant qu'il agonise. Les docteurs Diafoirus ne cessent de s'interroger et pourtant, si on considère les chiffres, eh bien le couple a très bonne réputation. En cette fin de XXe siècle, il présente les plus grands attraits. Alors à quoi ça sert un couple? Nous essaierons de parler de cela tout au long de cette émission, avec des regards croisés et entrelacés, des liaisons dangereuses. La première question, honneur aux femmes, s'adresse à Julia Kristeva. Un couple, ça sert à quoi? Ça sert à faire durer l'amour, ça sert à être une citadelle contre la solitude, ou ça sert à entretenir la haine bien partagée? Est-ce qu'on peut avoir une quatrième solution en dehors des vôtres alors? Moi je dirais que le couple c'est l'amour à mort. Ce qui voudrait dire qu'à la fois ça sert à confronter deux personnes à leur vérité et à leur conflit, d'où l'idée de mort, et aussi à durer dans le temps. Voilà. Et puis ça sert aussi à être et à naître. À être, c'est-à-dire à travailler et à penser. En tout cas, c'est mon expérience. En dehors du couple, je ne vois pas comment j'ai pu ou j'aurais pu vivre, c'est-à-dire travailler et penser. Et à naître, c'est-à-dire à renaître constamment, se renouveler. Et puis peut-être aussi à faire naître quelqu'un, à devenir parent, entre autres. Sujet d'actualité, comme chacun sait, l'enfant. Françoise Singlé, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste de la famille, vous êtes aussi un heureux papa qui accepte que ses filles l'habillent. Ce qui prouve que vous êtes sans doute aussi un homme marié, mais qui préfère que ce soit les filles plutôt que votre épouse qui vous habille. Que pensez-vous du commentaire de Julia? Mais justement, je pense que même pour devenir parent, dans l'expression de Julia, c'est aussi dans la relation conjugale qu'on aide l'autre à naître, et inversement, la relation aussi aux enfants s'est modifiée d'une certaine façon. Dans la famille contemporaine, en fait, c'est moins la nature de la relation qui est en jeu que sa fonction, et la fonction de redécouverte permanente de son identité personnelle peut jouer entre les adultes, mais aussi entre les adultes et les enfants. Les enfants parviennent aussi. Pour trouver son identité, il faut se marier. Non, non, ça c'est pas la question. La question c'est... Faut nous rassurer. La question c'est d'avoir des proches, et des proches qui ont une certaine affection pour vous et dans une certaine stabilité, hein, puisque une des fonctions de la vie privée, c'est non seulement la logique de la protection, comme vous l'avez rappelé, mais la logique aussi par rapport à soi-même d'éviter l'éclatement de soi. Bon, il y en a qui aiment avoir des moi multiples, mais la plupart de nos contemporains ont des petits éléments de leur identité un peu fractionnés, se déplacent dans différents types d'espaces. Et sur le fond, la fonction centrale, de mon point de vue, dans la vie familiale, qu'elle soit conjugale ou pédagogique, c'est en fait, d'une certaine façon, la colle. On utilisait cette expression-là plutôt pour la logique de l'union. Être à la colle. Être à la colle. Oui, mais justement, ça voulait dire ne pas se marier, être à la colle. Oui, mais parce que c'est pas la question. Aujourd'hui, effectivement, c'est pas la question. On pourra peut-être y revenir. Le couple, c'est pas le mariage. Le couple, on n'est pas obligé d'être marié pour être en couple. Le couple, c'est pas le mariage. Il y a des couples d'hommes et de femmes, et puis il y a d'autres couples aussi. Oui. C'est pour ça que la question là est surtout, mais là quand je dis la colle, c'était la colle que l'autre aide pour vous-même. C'est vous-même vous recoller en fait, parce que nous avons l'image un peu que nous sommes chacun d'entre nous un peu un puzzle, et que sur le fond, alors d'abord on n'a jamais vraiment fini parce qu'on découvre toujours des nouvelles solutions. Donc il y a l'idée d'inachèvement. C'est pour ça qu'on revient. Pour moi, une des idées que j'ai trouvées dans mon livre, c'est justement ce rapprochement entre le statut de l'adulte et de l'enfant, même s'il n'y a naturellement pas équivalence, par le fait qu'aujourd'hui, très peu de contemporains, et ça c'est un grand changement, très peu de contemporains acceptent d'être adultes, entre guillemets, pas au sens où tout le monde pense, comment dire, qu'on a encore quelque chose à voir avec soi-même, sauf le jour de la mort. Donc le couple, ça serait la possibilité de faire durer l'enfance tout en se réassurant soi-même. Oui, ben, l'enfance et adulte, hein, c'est toujours le point, parce qu'à la fois on utilise des mots qui sont de la génération précédente d'une certaine façon. La redécouverte de soi-même, oui, c'est vraiment, pour ça que j'utilise beaucoup le mythe de Pygmalion, pas dans la version d'Ovide, qui est une logique de création de l'autre à partir de rien. Il y a une deuxième version qui est mise par Shaw, et ensuite par d'autres,
dans d'autres romans, j'utilise beaucoup Tendre et la nuit par exemple, où là, en fin de compte, chacun d'entre nous a une forme de projet souterrain, mais sur le fond, c'est ça le paradoxe de l'individualisme contemporain, c'est quasi l'impossibilité pour chacun de pouvoir se réaliser soi-même. C'est notre objectif et en même temps, on n'y arrive pas, donc c'est justement pour ça que cette fameuse vie privée, l'institution, le mariage, tout ça, bon, on a dit ça décline. Oui, parce que ça jouait la stabilité institutionnelle, la fonction historique, hein, vous le savez, par rapport au 19e, c'est pour ça qu'il y avait d'autres vies conjugales possibles. Enfin, pourquoi il y avait le mariage, c'est parce que dans ce temps-là, la famille avait une fonction centrale qui était la transmission du patrimoine. Là, c'était une logique verticale. Donc ici, il y avait besoin d'une institution qui verrouille. Les gens pouvaient faire, les hommes surtout, ce qu'ils voulaient en dehors. On est totalement dans une autre type de famille que j'appelle famille horizontale. Bon, je ne sais pas si c'est très bon, mais pour dire qu'en fait... Pour le coup, c'est très bon d'être... Non, mais même si vous regardez encore en ce moment, il y a les publicités, vous regardez, et notamment chez les hommes, parce que les femmes ont toujours eu, dans la représentation même traditionnelle, cette idée de proximité. Mais chez les hommes, pour montrer que les hommes sont justement beaucoup plus proches de leurs enfants, en fait, on le montre toujours soit assis, soit allongé. Il faut absolument que le regard de l'enfant ne soit pas comme ça. Ça, c'est la logique comme de si la on transmission. était à égalité. La logique de la transmission. Aujourd'hui, les images qui mettent en œuvre, vous regarderez sur les bus en ce moment, il y en a une très belle, qui est en fait, le père est manifestement un à la hauteur. papa et un bébé à la Pourquoi même Parce qu'il doit écouter et lui aussi on pourra ainsi s'exprimer. Alors François de Cinglé, on ne va pas se lancer dans des données statistiques qui sont un peu rébarbatives, mais cependant, il apparaît quand même qu'on assiste peut-être à une régression, un peu comme au 19e siècle, même si le statut du couple a changé et si sa fonction a évolué, on a l'impression que de nouveau on se marie, on se remarie. Il y a eu une période où on se mariait moins, mais là on se remarie, même si on sait qu'on va divorcer. Alors pourquoi cette augmentation de sens Parce que, bon, d'abord, je pense que c'est un peu comme certains hommes politiques, d'une certaine façon, les institutions. Pendant un certain temps, quand elles sont négatives, on les met entre parenthèses. Et puis ça n'empêche qu'on peut renaître d'une certaine façon. Alors, si on prend la période en France des années 70, il est clair que, par exemple, quand on faisait des entretiens, les gens qui décidaient de ne pas se marier pouvaient parler pendant une demi-heure. Aujourd'hui, silence total. C'est une enquête impossible. Plus personne ne justifie le fait de ne pas se marier. C'est une évidence, dans un premier temps. Alors, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où ça devient un modèle total, l'évidence, à 95%, tous les catholiques pratiquants, par exemple, même dans les comment on appelle ça, dans les centres de préparation au mariage, quand le prêtre fait l'animation, il a devant lui des gens qui vont se marier, ils sont tous concubins. Hein, je veux dire, là, il y a une évidence. Alors pourquoi, à mon avis, maintenant, effectivement, mais ça c'est toujours difficile de faire des pronostics, mais on est à un moment où, en tout cas, moi j'entends dans les entretiens, le mariage peut redonner un certain sens. Alors, parce qu'il n'y a plus de sens. Voilà, c'est une vaste époque où il n'y a plus de sens et on se cramponne au sens du mariage comme une espèce de bouée. Mais je ne crois pas que la seule destinée du couple est d'être dans une espèce de colle justement aux conventions. Ah non, c'est pas la colle aux conventions, non. Simplement que dans la logique de la construction de l'identité personnelle, on a plusieurs morceaux et on en a un que moi je désigne l'identité strictement personnelle, intime, et de l'autre côté quand même le fait que, d'ailleurs on est là aussi, hein, je veux dire en ce moment qu'est-ce qu'on est, sur quel terrain on est en partie du côté de l'identité statutaire, on a écrit des livres, on occupe des positions et tout, on peut faire comme si on était distant, il y en a qui savent très bien le faire, mais il n'empêche que la vérité sociale... À qui faites-vous allusion? Non, mais c'est simplement... Mais si, parce que c'est significatif, par exemple, cette distance qui sait très bien mettre en œuvre... Il n'a pas encore parlé, hein. Oui, mais on le connaît, justement, c'est ça l'avantage. Ah, ben vous ne savez pas ce qu'il va vous dire. Ça n'a pas... J'ai le droit d'utiliser ce qui a déjà été écrit et dit. Ça, c'est propre à tout matériau. Non, mais c'est pas une critique. C'est justement le fait que, même quand on occupe une position, même moi, mais à un niveau plus modeste, quand je suis professeur à la Sorbonne, quand je fais mon numéro devant les étudiants, je suis persuadé que je prends une petite distance et je ne voudrais pas être réduit à cette fonction. Donc la dimension statutaire de notre identité, on la met à distance. Oui, mais ça ne veut pas dire... Attendez, j'arrive au mariage. Ouais. Ça ne veut pas dire pour autant qu'à un moment donné, le monde contemporain a entièrement disparu. D'ailleurs, il n'y a pas de désordre social. Pourquoi? Parce que si les identités statutaires ne sont plus devant, elles sont beaucoup plus un peu cachées. Mais à un moment donné dans la vie conjugale, ce qui est tout à fait étonnant, je vais donner un exemple, on sent que
pas naturellement, chacun est libre et tout, mais je fais ce que je Espérons, sens. espérons. Libre au sens. Mais moi j'essaie je sais pas, je décris pas mon modèle, hein, là, c'est pas. Mais ce qu'on sent, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de jeunes couples, après 4-5 ans de concubinage, généralement, leur question, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on passe à une autre phase? Et alors, juste un exemple tout à fait étonnant, la première fois que j'ai commencé à comprendre, c'est avec un entretien, fait avec un étudiant qui était la chose suivante. On interrogeait des jeunes qui avaient vécu plusieurs années, pourquoi ils se mariaient et tout. Alors, qu'est-ce que c'est que le sens? C'est vrai que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que là, ils nous ont dit, parce qu'on en a assez, parce que vous vous rendez compte, alors, avec nos copains et tout, on est toujours assis sur des coussins par terre. Notre vaisselle, c'était nos parents qui nous l'avaient donnée. Elle est abîmée et tout. Non, mais la liste de mariage. Première lecture, la liste de mariage et tout. Mais il y a le côté du maintenant. On s'est construit, qu'on a montré vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, mais ça, c'est une lecture. On a un peu vers celle-là. On peut la faire aussi d'une autre façon. On a besoin de cette identité personnelle et d'une certaine façon, justement, y compris pour donner une certaine stabilité, l'identité statutaire est nécessaire. Et d'ailleurs, juste pour finir, si cette période de l'identité personnelle dure, hein, en fin de compte, jusqu'à 35-40 ans aujourd'hui, c'est pas un hasard. Il y a aussi des conditions, je m'excuse d'être sociologue, mais il y a des conditions objectives pour ça. C'est aussi la période où, en fin de compte, effectivement, pour arriver à certaines conditions, notamment avoir une profession d'une certaine stabilité, le premier vrai travail, on ne l'a pas, vous le savez bien, sauf quelques exceptions, on ne l'a pas tout de suite et tout. Et donc, en fin de compte, l'identité statutaire étant elle-même un peu effritée, les gens en profitent pendant qu'elle n'est pas encore installée pour se construire personnellement. Au moment où ils ont les conditions, généralement, alors là, il se passe une deuxième chose, généralement, ça veut dire quoi? Il y a les deux conjoints qui commencent à avoir un vrai travail, ils font un enfant, ils font un enfant. Non, ils divorcent et se retrouvent avec les coussins. Ils vont sur le divan de Julia. Non, ça c'est la troisième phase. D'ailleurs, vous savez que sur le divan de Julia, il doit y avoir des coussins, hein, même si elle est mariée depuis très longtemps. Et alors le couple, ça devient un roman policier. C'est pas l'identité statutaire, c'est la vie à mort, comme je vous disais, et ça y va. Non, vous avez dit l'amour à mort. L'amour à mort, oui, oui. L'amour à mort ou la vie à mort? Les deux, mais la vie jusqu'à la mort, et avec l'amour, avec ses violences. Jusqu'à la mort. Il y a quand même une chose qui me fascine, et vous avez évoqué tout à l'heure, bon, les prêtres qui font la préparation au mariage à des concubins, et pourquoi est-ce que et moi j'ai récemment vu ça, bon, on l'en voit tous les jours, enfin assez souvent, pourquoi est-ce que les gens, mais si, les gens qui ont vécu 5-6 ans ensemble éprouvent le besoin, par exemple, d'aller se marier à l'église. Bon, donc ils rentrent dans un schéma social. Vous allez me dire, c'est pour faire plaisir à la belle-mère, c'est pour faire plaisir et tout ça. Mais bon, ils se marient, elle est en blanc, les deux enfants suivent. Vous savez, je me souviens, Marcel Segal, bon, qui a longtemps tenu le courrier du cœur à elle. Il y a une dame lui écrit, mon compagnon et moi voulons nous marier à l'église. Notre fils qui a 8 ans, peut-il suivre la cérémonie? Réponse de Marcel Segal, mais oui, il est tellement en avance, le cher petit. Bon, alors, est-ce que, bon, ces gens qui ont affiché pas une certaine liberté, parce que quand même vivre en concubinage, comme on dit, c'est pas du tout la révolution. Mais donc ces gens se plient à un certain ordre social, à un certain rituel. Pourquoi est-ce qu'ils sont contents de se plier à ça? Alors, Willy Pasini, c'est un spécialiste éroticomaniaque, spécialisé dans l'analyse de la méchanceté, dans l'analyse de la gastronomie, de l'érotisme, et qui sort un livre qui va, à mon avis, faire beaucoup de bruit. À quoi sert le couple? Bonne question, point d'interrogation. Pourquoi se marie-t-on? Vous dites que le couple engendre de l'alcoolisme, des infarctus, des névroses obsessionnelles, et autres bonheurs, et pourtant on continue à y aller. Pourquoi? Bon, comme toujours chez les psys, il y a plus de questions que de réponses. Je vous êtes psychiatre quand même. Mais oui, j'envoie à peu près 10 000 consultations, donc pas moi, mais dans le service que j'ai à Genève. Mais je dirais qu'il y a une réponse pessimiste qui est de dire le couple sert à payer les hypothèques, le couple sert à éviter la solitude, enfin c'est la solution de repli, n'est-ce pas? Et puis il y a une solution quand même. Et alors à ce moment-là, l'alcoolisme que vous mentionnez est derrière la porte, car plus le choix du couple se fait de l'extérieur selon des contraintes ou des directives venant de l'extérieur, plus alors le couple ensuite va se confronter au décalage entre les exigences sociales et les besoins intérieurs profonds des individus qui le composent.
Oui. Alors justement, la lecture en revanche un peu plus optimiste, peut-être intimiste, c'est de dire que le couple sert à rendre meilleurs les individus qui le composent. Oui, quel c'est ce qu'elle qu'a soit, dit en ouais. quelque sorte Julia tout à Oui, l'heure. oui, je partage assez bien. Alors, avec une série de précautions et d'ingrédients extrêmement importants, car il faut redéfinir le couple aujourd'hui par rapport au couple même de la génération précédente. C'est un couple qui s'est privatisé, c'est un couple... Ah, c'est à la mode. C'est-à-dire privatisé. Vous voulez dire que qu'est-ce qu'on a c'est pas ça licencié dans Ah, le excusez-moi. couple hein, sans indemnité, qu'est-ce qu'on a licencié Ah, ouais, dans le arrêtez couple? nationalité. Donc, ah oui, c'était sociétisé, C'était volontaire, mais... Bon. Mais je est devenu plus privé. Avant, il répondait à des besoins publics signalés de l'extérieur, comme disait M. Tsingli actuellement, et le couple, il se définit de l'intérieur. Il ne se définit plus par rapport à la procréation. Auparavant, il était une étape de passage pour devenir famille. Aujourd'hui, je crois qu'une des survies du couple, c'est de redéfinir les ingrédients du couple, qui sont souvent différents des ingrédients de la famille, par exemple. Oui, Madeleine Chapsal. C'est qu'aucun d'entre vous n'a encore prononcé L'amour. Ah oui. Ah, mais attendez. par ça. Ah bah écoutez, il y a un scénario. Hein. On a du temps. Hein. Attendez, il faut mélanger le suspense. Ah, mais c'est- Madeleine, je l'ai dit, on n'avait pas entendu. Bon, alors l'amour. Ma définition, Écoutez, c'était l'amour à mort. l'amour à mort. Mais moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'amour et puis sur la mort, parce que Bon, il y a allez-y, des Julia, conflits allez-y. Non, mais je crois qu'on donne une vision sociologique du couple qui est sans doute vraie. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se marier parce que ça fait une identité, une recherche du sens dans la vie. Mais ce qu'il y a dans les relations entre l'homme et la femme, c'est quand même l'impossible. C'est la guerre des sexes, c'est des intérêts tout à fait différents. Et que malgré tout cela, une harmonie provisoire est possible, ce qu'on appelle l'amour. Mais si on ne tient pas compte dans cet amour de la solitude, vous allez nous en parler, et du fait que c'est impossible, et qu'il faut faire avec cet impossible. Pourquoi? Parce que c'est le degré zéro de la civilisation, c'est l'amorce de la pensée. Eh bien, on donne une image vraiment fallacieuse. Essayons d'être un peu modernes. Alors écoutez, je ne sais pas si vous considérez Bergman comme un cinéaste moderne. Vous vous souvenez sans doute de Scènes de la vie conjugale, qui a quand même scandé notre vision de l'amour. C'était en 1973. Vous allez entendre un dialogue où on va évoquer la possibilité de la langue de l'amour. Écoutez. Maintenant, je sais. Quoi donc? Enfin, je crois savoir pourquoi Katharina et Peter vivent un enfer tous les deux. Pourquoi? Leur drame, c'est qu'ils ne parlent pas la même langue. Ils ont besoin d'une langue intermédiaire, passe-partout, qui leur permet de se comprendre. Oh, je crois que c'est plus simple que ça. C'est vrai, non? Nous deux, on peut se parler de n'importe quoi, on se comprend tout de suite, parce qu'en fait, nous parlons la même langue. C'est pour ça qu'on est bien ensemble. C'est l'argent qui les sépare. Non, je suis formelle. Quand on parle la même langue et qu'on a confiance en l'autre, l'argent n'a pas la moindre importance. Ah, tu y tiens, ton histoire de langue. C'est vrai que j'y tiens, mais c'est mon travail de voir ça. Tellement souvent, l'homme et la femme ont l'air de se parler au téléphone comme si les lignes étaient brouillées. Ou bien ils parlent d'eux-mêmes avec le même détachement qu'une bande au magnétophone. Ou bien ce n'est plus que le grand silence interplanétaire entre deux êtres. J'avoue que je ne sais pas ce qui est pire. Voilà, c'est un assez bel extrait qui pose la question en termes presque métaphysiques. Y a-t-il une langue de l'amour, Philippe Severs? Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire, non, ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit très bien que deux personnes qui n'arrivent pas à se parler, ou qui n'arrivent pas à avoir une conversation, et finalement, ce qu'on appelle un couple, peu importe que ce soit marié, pas marié, que ça fasse famille, qu'il y ait des enfants ou pas, mais finalement, c'est une longue conversation entre deux personnes. C'est-à-dire, le temps est compris dans une possibilité de réciprocité dans le langage. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on soit d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ait les mêmes idées, mais je trouve que le fait de parler la même langue, ça c'est très fort. C'est-à-dire qu'on comprend dans quel langage on se parle. Et on peut à partir de là avoir des oppositions et des contradictions très fortes. Ce qui d'ailleurs est souhaitable, parce que précisément la contestation venant d'un des deux est toujours souhaitable. Alors avec qui est-ce qu'on arrive à parler la même langue? Moi je crois que c'est avec des étrangers. Voilà. Alors, non, Julia, ça mais tombe c'est bien. un exemple parce pas que pour rien que vous l'avez choisi je vais vous dire pourquoi ça. Qui a choisi? Ah, Oui, mais c'est Bonne enfin question. voilà un exemple personnel. C'est-à-dire que en effet, il m'aurait probablement été très difficile de vivre dans le temps une relation avec quelqu'un, avec une Française par exemple, parce que nous n'aurions pas parlé la même langue.
Parce que vous êtes construit une langue, oui, tous oui. les deux. Nous avons parlé immédiatement la même langue, mais ça ne veut pas dire la même langue au sens le russe, Non, l'américain, non, l'italien, l'allemand, le C'est bulgare, autre le français. chose. Mais voilà, c'est cette langue-là qu'il s'agit de trouver. Et il se trouve que le fait d'être étranger facilite, à mon avis, plutôt cette proximité. Voilà le paradoxe. Madeleine Chatsan. Être homme et femme, c'est déjà être étranger. Voilà. Et je suis d'accord avec vous sur ce que vous dites de la longue conversation, parce que quand on se quitte, qu'est-ce qu'on se dit? On n'a plus rien à se dire. Oui. Ouais, hein, c'est l'argument contre lequel il n'y a rien à opposer. L'amour, pour On n'a plus rien reprendre à ce que vous dire. disiez, il y a une très belle expression anglaise ancienne qui visait à définir les rapports adultères, c'est-à-dire les rapports passionnels. On appelait ça une conversation criminelle. Voilà, c'est très très bien dit. Et quand on est étranger Une conversation à soi-même, criminelle, c'est ça l'amour. Même se chamailler, c'est l'amour, se disputer. Ah oui, ça entretient l'amour. Ça, mais ça quand on est dépend, pas étranger, forcément. quand on est étranger à soi-même, comme me suggérait là cet extrait de Scène de la vie conjugale, Oui. est-ce qu'on peut nouer un lien avec un autre, former couple et trouver une langue de l'amour? Ben oui, je crois, bien sûr. Oui, c'est dans l'amour qu'on se découvre. Ce qui est terrible, à mon avis, ce qui se voit tous les jours et qui s'entend, c'est que des personnes qui ont des rapports physiques, par exemple, excellents, ou qui semblent l'être, pendant un certain temps,